En ce moment, je veux céder la parole à Annalie et Julie. Merci. Merci, Myrna. Merci, Myrna Dawson, ainsi que Myrna qui nous a qui a fourni la cérémonie d'ouverture. Je m'appelle Annalie Stratman et je suis gestionnaire de projet ici au Centre contre la violence faite aux enfants et je gère ce projet depuis 6 ans. Je veux reconnaître que j'habite sur le territoire qui fait partie du territoire traditionnel des Chippewas, des Odawa, des Anatomi. Ces nations sont connues comme l'Anishinaabe, conviennent avec leurs langues ancestrales au partage de la terre et que cette terre soit partagée avec tous les peuples. Merci Annalie et Myrna, ainsi que Myrna. Je m'appelle Julie Poon. Je suis la gestionnaire de recherche au CREVAC. Je travaille avec Annalie à ce projet, ainsi qu'avec Peter et le reste de l'équipe ICPHF. Et avant de commencer, je veux reconnaître que le territoire où je me trouve aujourd'hui est le territoire traditionnel de plusieurs nations, y compris les Mississauga de Crédit, les Anishinaabeg, les Chippewas, les Haudenosaunee et les peuples Wendat. Et maintenant, c'est le foyer de plusieurs Premières Nations et peuples métis. Alors, cela dit, Annalie et moi allons vous parler, allons présenter le contexte pour ce qui va se dérouler le reste de la journée. Alors, pour vous donner un peu de contexte pour la troisième journée, nous voulons nous concentrer sur la façon, nous voulons vous expliquer notre recherche. Alors, nous allons vous parler de la recherche que nous avons menée auprès des survivantes de violences familiales et des proches de victimes d'homicide. Nous allons vous présenter certains des défis et des réalités. Alors, je vais commencer par vous présenter nos objectifs pour la phase 3, qui était les entretiens avec les survivantes et les mandataires ou les proches. Alors, l'objectif, c'était vraiment de comprendre le contexte de la violence familiale à haut risque au sein de 4 populations plus exposées au risque d'homicide familial. Ce sont les populations sur lesquelles nous nous concentrons parce que c'est elles qui sont plus marginalisées, qui sont plus vulnérables aux homicides familiaux. Alors, avec nos entrevues menées auprès des survivantes et des proches, nous voulions que les narrations soulignent plusieurs choses. Les facteurs de risque associés aux populations, les obstacles à la recherche d'aide, ainsi que les lacunes dans les services et les occasions d'intervention manquées. Nous voulions vraiment savoir ce que les survivantes et les proches avaient à dire sur ce qui fonctionnait et ce qui n'avait pas fonctionné et ce qui avait fonctionné en termes de politique et de pratiques utiles. On voulait efficaces. On voulait aussi se renseigner sur les recommandations de pratiques en matière de prévention. Et dans l'ensemble, nous espérons que à cette étape de la recherche, ces entretiens permettraient aux survivantes et à d'autres personnes qui avaient un proche qui avait été victime d'homicide familial de leur donner la possibilité de partager leur point de vue et de se faire entendre. Alors, je cède la parole à Annalie. Merci, Julie. Alors, conception de la recherche. Cette étape de la recherche a été vraiment bien planifiée. On a fait beaucoup de consultations et on s'est fié à l'expertise de nos partenaires. On s'est rencontrés lors d'une réunion de partenariat en 2017 et 2018 pour planifier comment nous allions mener cette phase de la recherche. Et c'est lors de ces réunions que nous avons établi un protocole de recherche et le format des entrevues qui a été conçu par une de nos enquêteuses. Alors ensuite, nous avons fait quelques entretiens de pratique avec des survivantes amies qui nous ont permis de les enregistrer à des fins de formation. En juin 2019, nous avons assemblé une équipe de coordinatrices et d'étudiantes afin de mener des formations. La formation comprenait les voix des survivantes qui étaient prises dans des entrevues auprès des médias et autres. Cela nous a donné un peu de contexte sur le genre de questions qu'il était acceptable de poser et quelles questions fournissaient des réponses utiles. La formation aussi inclut la voix des survivantes, comprendre les perspectives et les expériences des populations autochtones
et traiter des traumatismes secondaires. Nous avons mené des entrevues de pratique au sein de l'équipe de recherche avec des survivantes afin de nous assurer que nous avions le bon protocole et nous avons fini par faire quelques changements. Merci, Annalie. Bon, pendant que tout cela se déroulait, on rassemblait des demandes auprès des comités d'éthique de la recherche afin de pouvoir mener des entretiens auprès des survivantes et des proches de personnes qui étaient mortes dans un contexte d'homicide familial. Alors, pour ce faire, nous avons eu plusieurs conversations. Nous avons fait des demandes auprès des comités d'éthique de la recherche. Je ne vous donnerai pas toute l'information et tout ce que nous avons fait, mais j'ai souligné certaines des choses que nous avons dû faire. Premièrement, nous avons dû assurer la sécurité des plateformes en ligne comme Zoom, WebEx et Skype. Nous voulions donner à nos participantes autant d'options que possible pour l'entrevue. Alors, une des options, c'était de leur permettre d'être interviewés par la vidéoconférence. Et gardez à l'esprit que cela se déroulait avant la COVID. Ce n'était pas nécessairement aussi courant que c'est maintenant le cas, le fait d'interviewer quelqu'un sur une plateforme en ligne. Alors, ça a vraiment lancé beaucoup de discussions entre nous, les conseils d'éthique de les comités d'éthique de la recherche, ainsi que des discussions avec les services technologiques de Western et le service informatique et communicationnel de l'Université de Guelph qui s'inquiétait de la sécurité des plateformes. Et en bout de ligne, nous avons décidé d'utiliser la plateforme Zoom puisqu'elle est la plus sécuritaire. La deuxième demande primaire se rapportait au potentiel d'avoir une ordonnance du tribunal pour fournir des informations sur les participantes au projet. Alors, nous avons eu beaucoup de discussions avec le département juridique ici à l'Université de Western et nous avons dit à tous les participants potentiels et nous leur avons fait signer un formulaire de consentement que nous ferions tout notre possible pour résister à la divulgation, mais heureusement, nous n'avons pas eu à le faire, mais nous étions prêtes à le faire si c'était quelque chose qui arrivait. Et enfin, le dernier volet, il y avait des questions concernant les communautés autochtones et leur engagement et la confidentialité des participants. Nous avons pu aborder ces questions en collaboration avec nos partenaires autochtones. Et en bout de ligne, après tout cela, nous avons pu obtenir notre certificat de Guelph en mars 2019, ensuite de l'Université Western en mai 2019 et enfin des 11 autres universités affiliées aux co-chercheurs et de 2 organismes territoriaux d'attribution de permis. Alors, ça a été beaucoup de travail et nous avons fait plusieurs changements pendant le processus. Le principal changement était était dû à la pandémie. Alors, nous avons trouvé qu'il était important d'ajouter 2 questions à notre guide d'entrevue en avril 2020 afin de vraiment bien comprendre ce que les participants diraient par rapport à ce qu'elles feraient différemment dans une période de COVID-19 pour gérer la violence et quels conseils elles donneraient à quelqu'un qui se trouverait potentiellement dans cette situation présentement. Bon, merci, Julie. Alors, je veux que tout le monde sache que c'est Julie qui a mené cette expérience avec les comités d'éthique de la recherche et je suis vraiment reconnaissante parce que c'était vraiment un travail difficile et elle a vraiment bien fait ça. Alors, nous avons eu les approbations des comités d'éthique de la recherche. Alors, en septembre 2019, nous avons tenu des conférences de presse dans les 4 régions du pays afin de sensibiliser le public et d'encourager les survivantes à parler de leur histoire. Les conférences de presse et les événements ont eu lieu à Montréal, à l'Université de Concordia, à London, en Ontario, à Thompson, au Manitoba, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick et à un camp de bien-être dans les territoires du Nord-Ouest. Nous avons eu une excellente couverture médiatique. Nous avons fait un lancement plus tard en décembre 2019 à Vancouver qui a coïncidé avec les activités du 6 décembre. Nous avons décidé d'essayer de rendre cet événement aussi national que possible. Alors, nous sommes reconnaissants envers nos partenaires qui ont joué un rôle dans la promotion de cet événement partout dans le pays. Julie. Merci, Annalie. Alors,
Lorsque lorsque nous avons pu lancer notre phase 3, vous savez qu'il y avait beaucoup de critères que nous avions organisés qui apparaissent sur la diapositive. Alors, premièrement, il y avait le recrutement. Au départ, on demandait à ce que toutes les survivantes s'identifient à l'une des populations suivantes, autochtones, vivant en région rurale éloignée ou nordique, immigrants et réfugiés, ou les enfants exposés à la violence familiale ou tués dans ce contexte. Alors, c'était une exigence que nous avions pour toutes les personnes que nous voulions interviewer. Et nous avions les mêmes critères pour les proches que nous voulions interviewer. Alors, quelqu'un qui avait connu la victime. Mais ce que nous avons trouvé au fil du temps, c'est que nous avions beaucoup de proches qui n'avaient pas d'expérience, qui tombaient dans une de ces 4 catégories, mais qui voulaient vraiment partager leurs expériences. Et nous avons donc décidé d'élargir nos critères pour toute personne qui avait été proche d'une victime d'homicide familial, peu importe la population. De plus, les participants devaient avoir 18 ans ou plus pour participer à la recherche. Il est important qu'ils soient actuellement en sécurité. Nous avions beaucoup de questions de dépistage qui nous permettaient de le déterminer. Nous voulions aussi nous assurer que toutes les procédures pénales, qu'il s'agisse des examens du bureau du coroner, tout était fermé et terminé. Et nous voulions des expériences plus récentes. Alors, on cherchait des expériences qui avaient été vécues entre 2006 et 2016. Et enfin, comme nous voulions vraiment capter les récits des participants, nous leur avons demandé de pouvoir les enregistrer en format audio pendant l'entretien. Bon, comme cette recherche était tellement vaste à l'échelle nationale, nous avons séparé tout cela en 5 régions et nous avons choisi la Colombie-Britannique, les territoires, les prairies, l'Ontario, le Québec et le Canada atlantique. Et nous avions des coordonnateurs de recherche qui représentaient toutes les régions. Leur responsabilité était de mener le dépistage en fonction des critères dont je viens de parler et plus précisément, de poser des questions sur la situation concernant le contexte de violence familiale et d'homicide familial, de demander s'il y avait un système de soutien en place actuellement et aussi de poser des questions aux participantes potentielles, à savoir si elles étaient vraiment prêtes à parler de la violence conjugale et des homicides familiaux parce que c'est vraiment une conversation difficile. Une fois qu'un participant avait été jugé comme pouvant participer à un entretien, le coordonnateur organisait et faisait la coordination de l'entretien. Encore une fois, on a vraiment essayé d'accommoder nos participantes autant que possible. Et, par exemple, l'une des questions que nos coordonnatrices avaient à faire. Par exemple, si on avait une participante autochtone qui voulait vraiment ou qui se sentirait mieux de subir un entretien auprès d'une personne autochtone, la coordonnatrice de la recherche s'en occuperait. Alors, cela dit, les entrevues ont fini par se dérouler du mois d'août 2019 à décembre 2020. Cependant, à cause de la COVID-19, après mars 2020, nous avons annulé toutes les entrevues en personne et nous sommes passés à des entrevues par téléphone ou vidéoconférence. Et je veux mentionner que même si on n'aurait pas pu prédire la pandémie ou prévoir la pandémie parce qu'on voulait vraiment pouvoir accommoder nos participantes autant que possible et qu'on avait eu des conversations assez considérables avec les comités d'éthique de la recherche, nous étions vraiment prêts à faire la transition à des entretiens par téléphone ou vidéoconférence. Alors, nous n'avons pas vraiment eu de problème dans ce sens. Et cela était en partie dû à tout le travail que nous avons fait dans les coulisses, ainsi qu'à nos coordonnatrices dans toutes les régions qui ont été exceptionnelles. C'est une équipe fantastique. Et voilà. Annalie, merci. Alors, une des choses qui était très importante pour nous, c'était
véritablement d'adopter une approche de rencontre des traumatismes lors de ces entrevues. Et pour vous expliquer un peu, il s'agit de 6 principes directeurs. D'abord, la sécurité, la confiance et la transparence, le soutien par les pairs, la collaboration, la mutualité, l'émancipation et choix, et les enjeux liés à la culture, l'histoire et au genre. Alors, nous avons tenté de respecter ces principes en assurant la sécurité émotive et physique de nos participantes. Si elle n'était pas en sécurité physique, c'est-à-dire si elle vivait encore avec l'agresseur, on ne menait pas la recherche avec cette personne. Nous avons laissé cependant les participantes décider de cela, donc par la suite. Et les participantes avaient le droit d'amener une amie, un ami à l'entrevue pour les soutenir. Et nous avons tenté de mener des entrevues tenant compte des traumatismes pour écouter la voix et le choix de la participante. Par exemple, c'est elle qui décidait où l'entrevue allait avoir lieu, en ligne, en personne, avec qui elle parlerait, en entrevue, un homme ou une femme. Et pendant l'entrevue, en utilisant l'approche de narration, on a tenté de donner à la participante le choix dans toute la mesure du possible de quoi elle voulait parler, comment elle allait aborder son récit. On lui a donné le temps sans devoir répondre à une foule de questions selon son horaire. On a même assuré la garderie, les services de garderie jusqu'à ce que la COVID, évidemment, se produise. Nous avons formé ceux qui allaient faire les entrevues sur les questions des traumatismes et pour les populations immigrées autochtones, et nous leur avons donné l'occasion de parler du contexte pendant l'entrevue. Il y a également eu des interprètes disponibles pour que les participantes puissent s'exprimer dans la langue de leur choix. Dans toute la mesure du possible, nous avons donc tenté de respecter ces principes et de laisser nos participantes naviguer, en fait, à travers cette recherche. Merci, Annalie. Et au bout du compte, lorsque nous avons lancé les entrevues, nous nous sommes retrouvés avec un échantillon total de 127 entrevues. Donc, des survivantes, des proches, qui ont, par exemple, été, qui ont vécu de manière indirecte, donc, cet homicide familial. Et il y a eu de nombreux cas où les participantes avaient donc des identités intersectionnelles parmi donc les proches et parmi les survivantes. Vous verrez cela à l'écran. Vous verrez aussi la répartition régionale. Quant à la ventilation, nous avons réussi à mener des entrevues dans toutes les régions du Canada. Et quant au type de relation, au moment où la violence a été commise, la majorité des survivantes et des victimes étaient soit mariées ou en relation de fait et au moment de l'entrevue. À vous la parole, Annalie. Merci, Julie. Donc, nous allons parler un peu des défis auxquels nous avons fait face. Julie a évoqué quelques-uns de ces défis et j'élaborerai. Comme avec tous les projets, nous avons pensé être préparés, mais nous avons dû relever des défis. D'abord, nous devions tempérer les attentes des personnes qui ne répondaient pas aux critères, mais qui souhaitaient faire entendre leur voix. Ça a été très difficile. Je peux parler au nom de toutes les coordonnatrices régionales pour dire que ça a été vraiment un défi de refuser des gens. Je ne savais pas comment dire non. Comment dire non, vous ne répondez pas aux paramètres de notre procédure et nous avions un cadre, comme Julie vous l'a dit, quant par exemple à la période de temps et à la sécurité, mais le récit de chacune est unique et il est difficile de dire à une personne que son récit ne convient pas. Alors, nous avons changé quelque peu le protocole pour permettre aux femmes de transmettre leur récit
lorsque vraiment elles voulaient se faire entendre. Quant à la sécurité, définir la sécurité, nous avons dû équilibrer nos idées préconçues de la sécurité. Bon, la personne ne se trouve plus dans cette relation avec leur idée de la sécurité. Certaines femmes qui vivaient dans des refuges ou récemment sorties de refuges pensaient être en sécurité et nous avions commencé par un point de vue où elles devaient avoir quitté la relation abusive depuis 1 an ou plus. Vraiment, nous avons dû encore une fois changer un peu de protocole et que c'était vraiment la personne qui devrait décider de son statut quant à la sécurité. Par ailleurs, nous voulions éliminer les personnes pour lesquelles il existait en ce moment-là une procédure judiciaire. Nous avons dû modifier ce critère. Plusieurs survivantes utilisent donc le tribunal de la famille pour contrôler donc l'ancien partenaire et pour y être jusque les enfants deviennent assez grands pour quitter le système. Donc, nous avons donc changé cela, notre protocole, pour éviter uniquement les procédures en droit criminel, en droit pénal, et celles qui étaient en droit de la famille, au tribunal de la famille, avaient le droit de participer à l'étude. Par ailleurs, nous avons aussi découvert qu'il y avait un nombre limité de proches capables de parler de l'expérience de la victime et peu voulaient en fait en parler. Et comme Julie l'a mentionné, il y avait aussi peu qui pouvaient donc être classés dans une des populations vulnérables dont nous avons parlé. Et donc, nous étions heureux cependant d'inclure des survivantes donc de violences familiales, comme vous l'avez entendu dans les vidéos que nous vous avons fait visionner plus tôt. Certaines ont vécu des expériences véritablement horribles et nous voulions apprendre d'elles comment elles avaient survécu. Comme nous l'avons dit, il y avait aussi une représentation intersectionnelle plutôt limitée. Nous avons tenté vraiment de remédier à cela sans évidemment être en mesure de cibler également les 4 populations identifiées dans cette étude, mais nous sommes heureuses de la participation que nous avons tout de même reçue pour cette enquête. Julie, les défis relatifs à la COVID-19. Eh bien, vous savez, les choses allaient assez bien depuis 6 mois, alors que la COVID nous a vraiment mis les bâtons dans les roues. Mais comme Julie l'a mentionné plus tôt, nous avions eu quand même assez de chance, car dans notre protocole, nous avions prévu la possibilité de faire des entretiens par téléphone ou par vidéoconférence. Heureusement que Julie avait prévu cela parce que ça nous a permis d'éviter les perturbations. Tout de même, il y a eu des défis à surmonter pour s'y adapter. Il est absolument difficile de croire qu'il y a 1 an, les rencontres par Zoom étaient un peu de l'inconnu. Et certaines de nos participantes aussi n'étaient pas à l'aise. Et de nous faire part de détails intimes en ligne alors qu'on ne savait rien, qu'on n'avait pas de lien avec elles, ça a été un peu difficile par rapport à ce qu'on pourrait faire en personne. Et évidemment, il y avait les connexions Internet instables, les problèmes de largeur de bande et ainsi de suite. Et puis, au Manitoba, il y avait eu donc, on avait prévu l'ouverture donc de l'effort, de l'initiative avec une cérémonie d'ouverture qui a dû être mise de côté en raison de la COVID. Prochaine diapo. Donc, la mobilisation des participantes et ce que ça voulait dire pour elles. Nous avons eu le bonheur de parler à de nombreuses survivantes. Et nous avons appris comment elles se sentaient habilitées par leur participation même à cette enquête et
pensaient que peut-être ce travail allait aider d'autres femmes à éviter ce qu'elles avaient vécu et à créer du changement. Elles étaient d'ailleurs très intéressées par les détails des résultats de cette enquête et nous avions promis de le faire et c'est ce que nous avons fait en invitant toutes nos participantes à être ici avec nous pendant cette conférence, si elles le souhaitaient. Et elles ont aussi convenu de nous faire part de leur récit, certaines d'entre elles par les vidéos qu'on a visionnées depuis quelques jours. À la fin de chaque entrevue, on demandait à chacune d'entre elles ce qu'elles avaient retiré de cet entretien, ce qu'elles en pensaient, ce qu'elles auraient recommencé leur expérience, ce qu'elles l'auraient recommandé à quelqu'un d'autre. Et voici une citation ici qui révèle bien leur intérêt dans le projet. Je sais que ça va aider quelqu'un. Je suis heureuse de participer à une étude qui va vraiment contribuer à des changements concrets. Je suis heureuse de savoir que même si rien d'autre ne se produit, au moins l'histoire peut aider à amener des changements. Et j'espère vraiment qu'on sera à la hauteur de cette aspiration. Alors, thème tiré des entretiens. Il y a plusieurs thèmes qui ont découlé de ces entretiens. Certains, on en a entendu parler, par exemple, dans les vidéos qu'on a fait visionner pendant la conférence. Par exemple, quitter, c'est tout un processus, comment trouver de l'aide, que cela peut arriver à tout le monde et comment donc trouver des soutiens. Il y a de nombreux thèmes se sont dégagés et nous allons continuer à étudier cela et à vous faire part de nos constatations. Il y aura de nombreuses présentations cet après-midi qui approfondiront donc ces différents thèmes. Julie. On souhaite remercier toutes celles qui ont participé avec nous, donc les coordonnatrices donc de l'Ontario, de partout, de chaque province, nos directeurs de projet et nos survivantes, nos participantes qui nous ont touchés, qui nous ont vraiment bouleversés, qui ont révélé les détails intimes de leur vie, qui nous ont permis de progresser, de faire progresser nos connaissances avec cette étude.